Ce jeune garçon fort et téméraire voguant sur le vaste océan, en faisant route vers son rêve, celui de rassembler un équipage et de devenir le roi des pirates. C'est ce que représente Luffy, le protagoniste, jusqu'à ce jour de cette histoire. Luffy, l'homme au chapeau de paille. Luffy, sur son bateau, pas très costaud ma foi, fait route vers on ne sait où pour le moment. Il est attiré vers les fonds marins à cause d'un tourbillon, mais quelque chose me turlupine durant ce passage. Plusieurs pages après, nous voyons Luffy arriver vers ce qui ressemble à une base d'Alvida, étrangement cachée dans un tonneau. L'élément qui me perturbe ici est la manière dont est raconté ce passage, car si on se fie aux premières pages du chapitre, nous le voyons raconter ceci au moment où ça arrive, mais surtout il dit quelque chose qui me laisse douter de la temporalité de cet instant. Dire qu'il a fallu que je fasse naufrage, ce qui laisse présager que nous sommes dans des souvenirs, or que nous le voyons juste après faire ce naufrage, et surtout que son bateau est échoué nulle part. La question que nous devrions nous poser est la suivante. Est-ce le Luffy dans le tonneau, c'est-à-dire le Luffy du futur, celui de quelques pages après qui pense à cet instant et qui nous dit ceci, ou est-ce le Luffy de la première page qui nous parle? Le Luffy au moment de la lecture, c'est-à-dire le Luffy du présent. Ce passage est en partie incompris pour ma part, dû au problème de compréhension de la temporalité auquel je fais face, mais ceci n'enlève en rien la compréhension de celui-ci. Avant de continuer en direction de l'arrivée de Luffy vers la base dont je parlais plus tôt, arrêtons-nous brièvement sur Alvida. J'ai remarqué quelque chose lors de sa présentation, elle nous est décrite visuellement comme quelqu'un de tout simplement sublime. Puis j'ai été interpellé par les dessins que nous avons d'elle avant de la voir sous son vrai jour. Ces dessins correspondent étrangement à Alvida au chapitre 98 lorsque nous la revoyons après qu'elle a mangé le Sube no Mi. Cette présentation était-elle faite de cette manière à clairement laisser un indice sur la transformation physique d'Alvida? Est-ce du foreshadowing ou suis-je tout simplement touché par la maladie qui touche les personnes lisant One Piece? Cette maladie qui nous touche de manière à ce que nous fassions le lien entre tout et n'importe quoi dans le manga. Revenons à Luffy qui sort de son tonneau. Le plus drôle dans tout ceci, c'est qu'il demande aux pirates qui sont-ils, or que c'est lui qui sort de nulle part sans prévenir. Alvida les attaque en lançant sa massue sur le baraquement où étaient les pirates, dont Luffy et Kobe. Surtout Kobe, notez bien ce détail. Alvida pense qu'elle est recherchée par Roronoa Zoro, un chasseur de primes, or que non, c'est juste Luffy, à sa grande habitude, qui va créer un vacarme partout où il passe. Luffy se retrouve en bas d'une colline, l'impact de la massue sur le baraquement a fait rouler son tonneau. En bas de cette colline, il retrouve Kobe, qui lui dit littéralement qu'il veut entrer dans la marine, mais est arrivé sur le bateau d'Alvida suite à une maladresse de sa part. Maladresse qui lui a quand même coûté 2 ans de sa vie. C'est étonnant pour un marin de se tromper de bateau quand même. Est-ce de la maladresse ou de la bêtise à ce niveau-là? Kobe est un jeune homme souhaitant faire partie de la marine, mais clairement inutile aux yeux de tous, et personne ne se gêne pour le lui dire. Ce qui m'étonne car il sait exactement comment naviguer sur les mers, et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors comment a-t-il pu aussi simplement se tromper de bateau? Mais concernant Kobe, rien ne vous étonne. Si ce n'est toujours pas le cas, laissez-moi vous aider. Alvida avait demandé à Kobe d'aller nettoyer les toilettes, qui, je pense, se trouvent sur le bateau, car ce n'est précisé nulle part. Pourquoi Kobe est donc descendu du bateau et a fait rouler un tonneau jusqu'à leur base? Je ne sais pas, surtout si ce n'est pas ce qui lui a été demandé, et nous comprenons surtout plusieurs pages après qu'il a peur d'Alvida et qu'il n'oserait jamais lui désobéir. Deuxième chose, après le coup de massue, coup qui a éjecté Luffy en bas de la colline, mais a étourdi les autres pirates. Comment se fait-il que Kobe se soit déjà retrouvé en bas de cette même colline, or qu'il était là au moment où Luffy est sorti du tonneau? Techniquement, il est normal que Luffy soit en bas aussi vite, il a roulé jusque là, mais dans le cas de Kobe, comment expliquer ceci? Je pense que je n'aurai jamais la réponse à cette question. Alvida retrouve Luffy et essaye de se battre contre lui, elle finit terrassée par celui-ci. On peut remarquer que Luffy a eu un effet de clé sur le cadenas qui retenait mentalement Kobe. Il dit à Alvida ce qu'il pense d'elle. J'ai aimé ce petit passage car ça montre déjà que Luffy peut et aura un impact sur tous ceux qu'il va croiser lors de son périple. Luffy et Kobe arrivent à la base navale de la marine, sur l'île de Shell's Town. Globalement, nous sentons sur cette île qu'il règne un climat de terreur et que surtout, nous ne pouvons pas tout dire sous peine de subir des représailles. Un peu comme au
aujourd'hui en 2022. Nous avons droit à des ébauches de Zoro particulièrement sombres, même en plein jour. Il est aussi fait mention de démons lorsque l'on parle de lui. Ceci m'a immédiatement fait penser à sa forme démoniaque qu'est l'esprit d'Ashura. Je fais beaucoup attention à ce type de détails, mais pour moi, ce n'est pas un hasard. Une petite fille de l'île décide de venir donner à manger à Zoro. Ce qui m'étonne premièrement, c'est la facilité avec laquelle elle accède à cette zone. Je suis d'accord, le mur n'est pas très grand, mais il s'agit quand même d'une base navale. Où sont les gardes? Personne ne surveille Zoro. Hermep, le fils du colonel, comme il est écrit, même sur sa pancarte descriptive, entre en scène. Nous comprenons très vite qu'il vit dans l'ombre de son père, notamment par les allusions qu'il fait sans arrêt à lui. Il écrase les boulettes de riz que cette petite fille avait apportées à Zoro, tout en donnant des ordres immondes aux autres officiers de la marine. À ce moment-là, je n'attendais qu'une chose, que Luffy lui fasse sa fête. Après ce petit événement, Luffy tient une petite discussion avec Zoro en lui notifiant qu'il rejoindra son équipage lorsqu'il sera libre. Au passage, pour faire plaisir à cette petite fille, Zoro mange les boulettes de riz écrasées par Hermep et demande à Luffy de dire à la petite fille qu'il s'est régalé. Bizarrement, après tout ça, j'ai tout de suite eu un vrai coup de cœur pour Zoro. Il me semble que la loyauté soit son principal trait de caractère et j'adore ça. La petite fille, du nom de Rika, explique à Luffy pourquoi Zoro est emprisonné. L'esprit de tyrannie que l'on pouvait ressentir depuis le début de leur arrivée sur l'île n'est pas qu'une illusion. Il s'était déjà confirmé avec Hermep et ses précédentes actions. Et enfin, là, avec le récit de la jeune fille. Luffy, voyant qu'Hermep s'amuse avec le peuple, se met en colère et décide de le frapper au visage. Celui-ci se défend en parlant encore une fois de son père. Plus tard, à la base, Hermep accourt vers son père pour lui dire qu'il doit supprimer quelqu'un. Son père, égocentrique et mégalomane, se refuse à le faire. Il donne aussi l'ordre aux hommes de la marine d'exécuter la jeune fille ayant apporté à manger à Zoro. Les hommes de la marine, doués de sens moral, se refusent à le faire et ils les exécutent sans pitié. Luffy, comme à sa grande habitude, entre en scène en cassant quelque chose. Et cette fois-ci, il s'agit de la statue du colonel Morgan. Vu le vacarme dans la base, le colonel Morgan se décide à commencer par avancer l'exécution de Zoro sans prévenir. Avant que les hommes ne tirent, nous apprenons pourquoi Zoro manie 3 sabres. Brièvement, il était dans une école de sabreurs étant petit. Il y avait une fille nommée Kuina qu'il n'arrivait pas à battre avec son stylet de sabre. Ils se firent la promesse l'un l'autre qu'un jour, l'un des deux sera le meilleur sabreur du monde. Mais un imprévu s'additionna à cette promesse. Kuina mourut des suites d'une chute dans les escaliers. À partir de ce jour-là, Zoro se fit la promesse de devenir le meilleur sabreur au monde. Et c'est aussi ce jour-ci que naquit le style à 3 sabres de Zoro. J'ai apprécié ce petit flashback car j'avais peur que Zoro soit traité comme un personnage de shonen classique, quelqu'un qui veut être fort juste pour être fort. C'est très court ce que nous avons vu, mais ça suffit à me donner envie d'en apprendre plus sur le personnage. Et surtout, ça change globalement la vision que j'avais de celui-ci. Même si je tiens à le préciser, Zoro est le personnage que je préfère dans l'équipage. Lors de la fusillade, Luffy intervient afin de sauver Zoro. Il combat ainsi Hermep et Zoro décide de protéger son capitaine en terrassant le colonel Morgan. Avant de partir, Luffy fait un dernier cadeau à Kobe, la confiance en soi. Il fait en sorte que Kobe le frappe pour ne pas être mélangé à eux et ainsi gagne son droit d'entrer dans la marine. Ainsi, grâce à cette assurance, Kobe se rend compte qu'il peut réaliser son rêve. Lorsqu'ils sont prêts à lever l'ancre, les marines présents à ce moment-là décident de leur faire un salut général. Vous savez ce que l'on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Premièrement, les marines et le colonel Morgan étaient concernés par ce proverbe, mais maintenant celui-ci représente l'amitié spéciale entre Kobe et Luffy. Luffy a rencontré Alvida et Kobe. Après avoir libéré Kobe une première fois, il décide de le faire une deuxième fois, en lui offrant l'opportunité qu'il attendait tant, celle d'avoir confiance en lui-même. Ils ont terrassé le colonel Morgan, libéré les habitants de Shellstown et permis à Kobe de faire un grand pas en avant vers l'accomplissement de son rêve. L'équipage, comptant maintenant 2 membres à son actif, prend de nouveau la mer. Après avoir posé le pied sur terre et marqué Shellstown, ils sont partis pour marquer Grand Line.